Bonjour à tous. Effectivement, on peut applaudir parce que nous avons beaucoup de chance ce soir d'avoir avec nous Nicolas Hulot. Alors évidemment, vous le connaissez tous, mais je vais quand même sacrifier à la cérémonie de présentation. J'ai vérifié cet après-midi dans le baromètre des hommes politiques préférés des Français. Il est toujours en tête, 76%. Et très loin devant, le numéro 2 étant Alain Juppé avec 56%. Donc voilà. Mais donc je vais rapidement tracer votre itinéraire. Nicolas Hulot a commencé en fait comme photographe. Grand reporter pour une agence de photos, et vous avez eu à cette occasion donc la possibilité déjà de voyager beaucoup au Guatemala, en Afrique du Sud, en Rhodésie, comme on disait à l'époque, comme grand reporter. Et ce n'est qu'après que vous avez rencontré les médias audiovisuels, en commençant par France Inter, et après, bien sûr, TF1 et la fameuse émission Ushuaïa qui vous a propulsé sur le devant de l'actualité pendant 12 ans, de 1987 à 1995, où vous voyagez à travers le monde et vous sensibilisez le public. À l'époque, c'était effectivement très nouveau à la question de la dégradation et de la préservation de la nature. Et puis, vous créez la fondation Nicolas Hulot, qui s'appelait Ushuaïa au départ, mais la fondation Nicolas Hulot, et vous devenez militant de la préservation de la nature. Alors vous murmurez à l'oreille de beaucoup d'hommes politiques, notamment Jacques Chirac, notamment Laurent Fabius. François Hollande vous donne une mission pour la préservation de la Terre, je crois, envoyé spécial pour la protection de la planète. Et puis, vous aurez un rôle très important pendant la COP 21, qui sera signée à Paris en décembre 2015. En 2017, Nicolas Hulot est nommé donc ministre de la transition écologique, comme on dit aujourd'hui, dans le gouvernement donc du président Emmanuel Macron, fonction que vous quittez en septembre 2018 pour redevenir président de la fondation Nicolas Hulot. Donc voilà, un parcours qui est aussi parsemé d'énormément de publications, donc je ne vais pas les citer toutes, j'en retiens deux. Le syndrome du Titanic, qui est paru une première fois en 2004 et un deuxième tome en 2009, qui a aussi donné lieu à un documentaire que vous avez réalisé. Et puis le dernier ouvrage, en 2015, Osons, plaidoyer d'un homme libre, paru au Lien qui libère. Et j'ajoute qu'il y a une phrase de vous que j'aime beaucoup qui dit « La planète, c'est comme si on était dans un avion où dans le cockpit, tous les clignotants sont au rouge. Mais dans le fond de l'avion, les gens continuent à boire du champagne, à se disputer comme si de rien n'était, alors que l'avion va s'écraser. Je trouve que c'est une métaphore qui est tout à fait parlante. En tout cas, nous sommes très heureux, vraiment, et très honorés de votre présence. Donc, je vais vous donner la parole sur le thème de la solidarité. Vous avez vraiment voulu centrer ce propos sur le thème de la solidarité au XXIe siècle. Et donc, je vous passe la parole pour le temps nécessaire. Alors, Nicolas Hulot va parler debout et moi je vérifie que ça marche. Je vais peut-être regarder si ça Angela, comment ça marche? Ah voilà, il faut pousser le bouton devant. 1, 2, 1, 2, voilà. Parfait. Donc je vous laisse, je vais mettre. Merci beaucoup. Je préfère être debout, je suis désolé. Merci Nicole pour cette présentation. Une petite précision parce que ça permet de tirer un premier fil sur le propos que je veux tenir ce soir. Quand j'ai été nommé ministre, effectivement, j'ai changé l'intitulé du ministère. Peut-être d'ailleurs la seule chose que j'ai réussi immédiatement. Je l'ai appelé le ministère de la transition écologique et solidaire. Je tenais beaucoup à cela parce que j'étais évidemment convaincu que, et je le suis plus encore aujourd'hui, et des événements m'ont donné raison, mais enfin, je n'étais pas le premier à le penser, que la mutation à laquelle nous sommes confrontés ne peut se faire que dans un esprit de solidarité, bien entendu. Mais plus que cela, et c'était
l'intitulé que je voulais donner à cette rencontre de ce soir, c'est que j'ai une intime conviction, mais qui ne fait que, quelque part, traduire ou prolonger, j'allais dire, ce qu'André Malraux lui-même avait perçu quand il disait que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. Moi, je pense que le XXIe siècle doit être solidaire, ou il ne sera pas, ou en tout cas, il ne sera pas pacifique. Et qu'on reproduira au XXIe siècle avec des formats très différents, mais probablement encore plus impactants, les grandes tragédies du XXe siècle. Et quand je dis que le XXIe siècle sera solidaire ou ne sera pas, dans mon esprit, c'est que la solidarité n'est plus une option. Et qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis quelques décennies qui a déplacé le thème de la solidarité qui était sur un support moral ou éthique à ce que je considère être une contrainte physique. Et je vais essayer de m'expliquer là-dessus parce que ça conditionne, je dirais, presque tout mon engagement, toutes mes convictions, tout mon espoir et toutes mes inquiétudes. Le fait que la solidarité, qui est à la différence de la fraternité c'est, je dirais, une notion humaine. La solidarité, de mon point de vue, c'est une loi universelle. Alors pourquoi est-ce que dans mon esprit, ça n'est plus une option ? Pourquoi est-ce que dans mon esprit, c'est l'antidote à toutes les crises et une condition non négociable à la paix et à l'épanouissement du genre humain? Pour une raison assez simple, mais dont on n'a pas peut-être suffisamment pris la mesure, et qui fait qu'on ne peut pas hésiter une seule seconde sur le fait que si on n'arrive pas à ériger un modèle économique, commercial, sociétal, qui partage mieux, qui réduit les inégalités, tout ce qui est cher à nos yeux, tout ce qui a de l'importance à nos yeux sera compromis. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, entre autres, pas la seule transformation, mais celle-là, elle est quand même particulièrement brutale depuis, on va dire, le milieu du siècle dernier et peut-être même au début du XXe siècle. C'est que le monde s'est très brutalement, soudainement, à l'échelle de l'histoire de l'humanité et de nos sociétés modernes, connecté. Alors il s'est connecté sous l'influence de plusieurs vecteurs. Le premier, on va dire peut-être la mobilité. On a de plus en plus voyagé. Le deuxième, pour faire court, par la voie des ondes. Le troisième, par ce phénomène induit ou subi que l'on appelle la mondialisation. Et puis le quatrième, et là on a changé d'échelle, qui évidemment était d'une redoutable efficacité, par Internet. Et en quelques décennies, et j'ai pu dans mes anciennes fonctions, quand je voyageais beaucoup, en voir les effets en quelque temps. Le monde s'est connecté par Internet, ce qui veut dire qu'il n'y a plus un endroit dans le monde, aussi éloigné soit-il ou isolé soit-il, qui n'est pas une fenêtre sur le reste du monde. Il y a un ordinateur, un téléphone qui donne vue sur le monde, où que l'on soit. Et donc, quand on s'est connecté, un peu d'ailleurs comme la mondialisation, ça a généré un espoir qui est apparu comme un faux espoir. Mais gardons à l'esprit qu'on a encore une petite fenêtre de tir pour réaliser cet espoir. Le monde s'est connecté, certes, mais il ne s'est pas relié. Et ça, c'est une différence qui est fondamentale, parce qu'en se connectant, le faux espoir, c'est qu'on a pensé que le monde allait se connecter, se relier, et à partir du moment où on se relie, on s'associe, et à partir du moment où on s'associe, on mutualise, on partage, et on passe d'un monde de compétition à un monde de coopération. Et en l'état, ça n'est pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas aggravé les inégalités, elles ont pu se déplacer, elles ont pu se creuser, parfois même se réduire. Mais globalement, les inégalités, et je dirais de quelle inégalité il s'agit, pas simplement des inégalités économiques, n'ont pas été gommées par cette mondialisation et n'ont pas été gommées par cette connexion. Mais ça a eu un effet tragique et pervers, c'est que ça a donné brutalement conscience aux exclus
de leurs conditions. C'est-à-dire que ça a donné une vue directe des exclus sur les inclus. Et à l'exclusion, dès lors qu'on est dans un monde à ciel ouvert, vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Et ça explique beaucoup des tensions du monde. Et pour vous en donner un seul exemple, pour en prendre toute la dimension, mais probablement que je ne vous apprends rien. Quand, par exemple, un beau jour, comme ça arrive pour 30 000 ou 40 000 de chacune d'elles chaque jour, une femme africaine découvre brutalement, soudainement, parce qu'un voyageur lui aura expliqué, parce qu'elle a été sur Internet, que son enfant va mourir d'une maladie dont on a le médicament ou le remède ailleurs, tant qu'elle l'ignorait. Elle mettait ça, ce qui n'enlevait rien à son chagrin, mais elle mettait ça sur le compte de la fatalité. Et quand on est frappé par la fatalité, on a d'autres possibilités que de s'incliner. Mais quand elle se rend compte qu'on a été capable d'amener dans son village une bouteille de soda sombre, par la puissance de feu du commerce international, mais on n'a pas amené un traitement antipaludéen. Et que simplement, par une sordide loterie géographique, elle découvre que son enfant est né au mauvais endroit. Eh bien, là, ce n'est plus la fatalité qui se révèle, c'est simplement ce sentiment qu'elle et son enfant et ses enfants n'ont pas la même valeur. Et quand elle se rend compte qu'elle est face à une forme, je dirais, de fatalisme du reste du monde, parce que dans le même temps, les inclus ont vu sur les exclus. Donc ils ne peuvent plus non plus, et nous ne pouvons plus faire semblant d'ignorer. Alors parfois, certes, nous sommes peut-être démunis sur ce qu'il faut faire, mais tout ça crée un profond malaise. Et ça change la donne parce que dans un monde qui est connecté, dans un monde qui est fluide, dans un monde qui est mobile, eh bien, personne ne pourra espérer vivre en paix tant qu'il y aura de telles inégalités. Dit autrement, si la richesse n'irrigue pas la pauvreté, c'est la pauvreté qui se drainera vers la richesse. Et c'est en cela où la donne a changé, c'est que si à défaut de le faire pour des raisons éthiques ou des raisons morales, on ne le fait pas pour ces raisons-là, il faudra le faire simplement par égoïsme, parce que, encore une fois, cette idée que certains, dans un monde connecté, pourraient isoler leur destin du reste du monde, comme c'est la tentation de certains, en construisant des murs bien réels ou virtuels, est probablement la pire ineptie, ou en tout cas l'ultime vanité du XXIe siècle, qui évidemment n'aura pas de dénouement heureux. Mais les inégalités qui tout d'un coup se révèlent au grand jour, elles sont nombreuses. Elles ne sont pas forcément simplement d'un côté de la Méditerranée et de l'autre, bien entendu. Elles peuvent l'être d'un centre urbain à la périphérie. Elles peuvent l'être d'une région à l'autre. Quand tout d'un coup, chacun comprend que ce qu'on appelle le déterminisme, c'est-à-dire que le destin de chacun dépend de 60% du lieu où vous naissez. Que les 20 autres pourcents dépendent de votre famille. Et que seulement 20% dépendent de votre destin, de votre propre mérite. C'est quelque chose, tant qu'on n'en a pas conscience, qui devient insupportable. Quand on constate que son espérance de vie n'est pas la même en fonction des mêmes paramètres, quand un Africain constate, pour passer d'un registre à l'autre, qu'avec un passeport, il peut voyager sans visa dans 3 pays, un Russe dans 64 et un Occidental dans plus de 100 pays, tout ça sont autant d'humiliations qui, à un moment ou à un autre, évidemment, vont se transformer. Et parfois, pour ceux, justement, qui sont laissés pour compte, qui sont damnés de la terre, eh bien, l'intégrisme est une forme de refuge. Et je dis souvent que le fatalisme des uns nourrit le fanatisme des autres. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans cela, mais c'était la manière, et pour moi, de vous expliquer pourquoi, et c'en est heureux d'ailleurs,
La solidarité doit, quelque part, tendre, conduire, guider toutes les politiques, tous les choix que nous avons à faire en ce début du XXIe siècle, parce que je ne vois pas comment nous aurons un monde apaisé, au-delà des tensions qui existaient ou qui étaient en gestation, si évidemment on n'écrête pas un peu ces inégalités et si chaque être qui apparaît sur cette planète n'est pas doté d'un même capital d'espoir, de chance et de possibilités. Alors une fois qu'on est peut-être convaincu que la solidarité est nécessaire, eh bien à partir de là, il faut regarder quel monde est compatible avec un monde solidaire. Quel modèle de société, quel modèle économique est compatible avec cette solidarité qui est une injonction et quelque part donc une contrainte majeure. Et c'est là qu'on rejoint l'économie et l'écologie. Et chacun peut comprendre que dans un modèle économique, qui est un modèle, et il faut le regarder tel quel, sans caricature et sans procès d'intention, mais on a suffisamment de recul pour voir les excès du modèle économique qui a eu parfois ses vertus pour certains, sachant que parfois le triomphe des uns s'est fait sur le dos des autres. Enfin, reconnaissons quand même que ce modèle dominant, pendant 150 ans, a fait un certain nombre de prouesses, d'avancées, et il serait totalement malhonnête de n'en voir que des vices. D'ailleurs, c'est bien le paradoxe tragique dans lequel nous vivons, c'est que notre intelligence est mise en demeure de prendre les conséquences de notre propre succès. C'est Mandela d'ailleurs qui disait notre plus grand danger, ce n'est pas notre puissance, c'est notre aveuglement. Parce que le modèle qui a été dopé évidemment par la technologie et notamment l'arrivée des énergies fossiles, qui a changé la donne, parce que grâce au pétrole, au gaz, au charbon, eh bien, l'homme a démultiplié, décuplé ses facultés musculaires et a pu développer à foison réaliser tous ses besoins ou toutes ses ambitions, pardon. Et puis, dans un deuxième temps, pour faire court aussi, sont arrivés les ordinateurs. Et là, on a pu externaliser nos facultés intellectuelles et également les démultiplier, ce qui fait d'ailleurs que l'homme a changé d'échelle et le rapport de force entre ce que l'on appelle l'homme et la nature, qui n'est qu'une formule puisque je reste convaincu que l'homme fait partie intrinsèque de la nature, mais c'est inversé et l'homme est devenu une force géologique, ce qui fait d'ailleurs que les géologues eux-mêmes le constatent en nous disant que nous aurions soudainement changé d'ère géologique et nous aurions basculé dans l'Anthropocène. Ça veut dire l'ère de l'humanité. Ça veut dire tout simplement que l'homme est devenu son propre facteur déterminant d'évolution. Alors comme le disait d'ailleurs, je ne sais plus quel philosophe, il disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Et il y en a un autre qui disait « L'avenir de l'homme est incertain parce qu'il dépend de lui ». Alors moi, je vois une bonne et une mauvaise nouvelle. L'avenir le dira. La mauvaise nouvelle, c'est le jour où elle ne va plus dépendre de nous. C'est-à-dire où notre destin nous aura échappé. Mais me semble-t-il, on a encore une petite fenêtre où nous avons encore les cartes en main, mais on ne les aura pas longtemps. Mais pour revenir à ma solidarité, cette fameuse loi universelle d'ailleurs. Et pourquoi je dis que c'est une loi universelle ? Parce que, en fait, notre injonction, elle nous demande quelque part de renouer avec la loi des origines. Parce que, contrairement, et j'espère ne heurter personne, à ce que disait Darwin, la loi de la jungle, ce n'est pas la loi du plus fort. Un principe immuable dans l'évolution du vivant, c'est le partage, c'est la coopération. À voir d'ailleurs quelques exemples très précis. Mais dans l'atmosphère des origines, il y a 4,5 milliards d'années, l'atmosphère était chargée de CO2. Et si nos petits amis planctons qui étaient dans les océans n'avaient pas, par ce processus magnifique, capté tout le CO2 de l'atmosphère et restitué en déchets l'oxygène, je peux vous dire que sur Terre, la vie n'aurait jamais pu cheminer. Et tout a été association.
Les molécules se sont associées en atomes, les atomes se sont associés en acides aminés, les acides aminés se sont associés pour faire des protéines, et ainsi de suite. Alors vous pourriez me trouver évidemment quelques exemples où la vie a procédé par compétition, mais globalement, c'est quand même un principe immuable. Bon, une fois que j'ai dit ça, je reviens à ce qui est notre modèle. Un modèle qui épuise, un modèle qui concentre, un modèle qui gâche. Et je vous en donne le dernier exemple qui est arrivé à mon esprit il y a de cela 48 heures, qui vous montre que les inégalités telles qu'on les vit, ce n'est pas forcément une fatalité et que parfois c'est une forme de fatalisme. Alors, à vérifier le chiffre, mais comme il m'a été donné par quelqu'un qui est un économiste réputé, on meurt plus dans le monde de surpoids ou d'obésité que de malnutrition. Ce simple énoncé, quand même, nous met devant les incohérences de notre société. Et un modèle qui exploite d'une manière illimitée des ressources limitées, a-t-on besoin d'être un prix Nobel ou de mathématiques ou d'économie pour comprendre qu'il n'y a pas d'issue favorable? Parce que les mathématiques imposent qu'on passe par un optimum et après, c'est le déclin. Et donc, un modèle qui est simplement basé sur une exploitation, une croissance exponentielle de ressources qui, pour la plupart, sont limitées ou qui sont renouvelables, mais dans un tempo qui n'est pas le tempo de l'économie mondiale, eh bien, c'est un modèle qui passe de la rareté à la pénurie. En gardant à l'esprit d'ailleurs que nous avons vécu longtemps dans une illusion en pensant que l'abondance était la norme. Mais l'abondance dans notre monde, c'est la rareté. La rareté, dans une démocratie qui fonctionne, ça se pilote, ça se conduit, ça se guide, ça se planifie. La pénurie, ça se subit. Regardez simplement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'objet avoué ou dissimulé de la plupart des conflits auxquels nous avons assisté, le pétrole, le charbon, le gaz, n'en était rarement jamais très éloigné. Mais qu'en sera-t-il du XXIe siècle? Et du XXIe siècle, probablement dans la première partie du XXIe siècle, quand les tensions vont se faire sur les ressources en eau. Le Pendjab, en Inde, qui est le grenier de l'Inde, puisait au début du XXe siècle son eau à quelques dizaines ou vingtaines de mètres. Là, ils sont à plusieurs centaines de mètres et ils savent très bien qu'ils sont près de toucher le fond. Et comme dans le même temps, les glaciers himalayens se réduisent et ne rechargent pas les nappes, ai-je besoin de vous faire un dessin sur les conséquences d'un pays qui abrite plus d'1 milliard d'habitants? Qu'en sera-t-il des terres arables? Quand on sait par exemple que la Chine, au moment où l'Europe s'est désengagée de l'Afrique, en a profité, elle, pour s'y engager et mettre la main sur toutes les terres rares dont elle est productrice à 95% et en même temps sur les terres arables, imaginez quand nos économies vont arriver également en tension, quelle tension diplomatique et géopolitique. Et ça sera vrai pour un certain nombre de ressources sur lesquelles repose notre économie conventionnelle. Et c'est là qu'on voit que l'enjeu écologique, l'enjeu économique se rejoignent. Parce que l'écologie, c'est la préservation de nos ressources, la préservation de notre écosystème. Qu'est-ce que nous aurons à partager si nous avons épuisé toutes nos ressources? Plus rien. Mais si d'avenir, on a un modèle demain qui arrive à résoudre cette équation, je le conçois, particulièrement complexe, qui est bien résumée dans le titre d'un économiste anglais qui s'appelle Tim Jackson, qui résume l'équation du développement durable. Il dit « Comment prospérer sans croître ?» C'est-à-dire, en gros, comment faire de la prospérité ou de la croissance économique sans forcément avoir à parité
une croissance des flux de matière ou des flux énergétiques. Allons-nous arriver à résoudre cette équation dans le peu de temps que nous avons? Je ne sais pas. Il y a des pistes. L'économie circulaire en est une. Les économies qui se dématérialiseront en sont une autre. Mais quoi qu'il en soit, si nous arrivons effectivement d'un côté à réaliser l'enjeu écologique, il faudra quand même qu'on ait un modèle économique qui partage. Parce qu'un modèle économique où 1% concentre 93% de la richesse, ça n'est pas un modèle viable, c'est un modèle totalement viable dans un monde qui s'ignore, dans un monde où on ne vit pas au grand jour, dans un monde où l'information ne circule pas, mais dans un monde où maintenant tout se sait. Toutes ces inégalités, et notamment ces inégalités devant la solidarité, elles expliquent les tensions sociales, elles expliquent cet esprit de défiance qu'il peut y avoir envers le politique. Quand, par exemple, on vient charger la barre fiscale, et j'en étais à l'origine, mais pas sous cette forme-là, avec une taxe carbone sur les classes moyennes ou les plus démunis, mais qu'au même instant, on exonère certains d'une fiscalité, ou que même on a laissé s'organiser un système pour que certains, par le système d'optimisation fiscale, puissent échapper à l'impôt, ça n'est pas un monde viable. Ça n'est pas un monde solidaire. Quand l'Europe s'interroge, comme c'est le cas actuellement, mais qu'elle ne s'offusque pas que dans son propre périmètre, il y a des paradis fiscaux qui échappent à l'impôt, mais qui ne s'avouent pas comme tels, et qu'on donne des grandes leçons aux paradis fiscaux offshore, ça n'est pas un monde solidaire. Mais un monde aussi qui ne réfrène pas ses pulsions. Un monde qui fait croire que des biens illimités sont accessibles à chacun d'entre nous. Un monde qui, chaque matin, nous crée, avec cette espèce de tyrannie du désir, des besoins qui, tout d'un coup, nous semblent irrésistibles, dont on se passait très peu de temps avant, et que l'on matérialise souvent avec de l'argent qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, besoins ou éventuellement compulsions consuméristes que l'on réalise pour immédiatement, d'ailleurs, se projeter sur l'achat d'après. Ce monde d'addiction qui est organisé avec une ingéniosité absolument extraordinaire, qui crée toutes sortes de frustrations et de désirs, ça n'est pas un monde qui peut être durable. Et d'ailleurs, au passage, je fais une petite diversion, parce que là aussi, c'est une réflexion récente, alimentée par un neuropsychiatre, Sébastien Koller, qui vient d'écrire un livre que je vous conseille, qui s'appelle « Le bug humain ». Alors le livre est assez intéressant, effrayant dans la première partie, un peu plus rassurant dans la deuxième partie. Il part du principe, enfin c'est pas un principe, c'est un travail scientifique très fourni, que le cerveau humain n'a pas évolué pendant de nombreuses années. Et que ce cerveau répondait au fil du temps à un certain nombre d'injonctions, d'informations, de sollicitations, mais très basiques. Pendant longtemps, le cerveau humain réagissait à la faim, à l'envie de reproduction, à la peur, au froid. Globalement, c'était l'essentiel. Et que nous avons dans le système nerveux, que j'ai découvert qui s'appelle le striatum, un endroit qui, à chaque fois que l'on satisfait un besoin, ça provoque une molécule qui est la molécule du plaisir qui s'appelle la dopamine. Et donc, l'homme progresse parce qu'il sécrète cette dopamine, et donc à chaque fois qu'il peut avoir sécrété de la dopamine, ça lui permet d'avancer, et quelque part, ça l'épanouit. À l'inverse, il se renferme quand il n'y a pas de sécrétion de dopamine. Alors avant, il sécrétait de la dopamine en se nourrissant, en se reproduisant, en trouvant une grotte pour s'abriter. Maintenant, vous aurez remarqué qu'on a quand même l'embarras du choix et que nous sommes sous une profusion d'informations, de sollicitations et de tentations, et qu'on n'a pas de fonction stop. Et donc, nous avons une convoitise sans limite qui participe d'ailleurs à cette expansion et cette gourmandise que nous avons, collectivement et individuellement,
Un peu comme si, et c'est l'aspect un peu tragique, on avait presque notre obsolescence programmée dans notre cerveau. Et il en donne quelques exemples, et je ne peux pas résister à vous en donner un. Chaque année, il y a 138 milliards de consultations de vidéos porno sur Internet. En termes de consommation énergétique, ça représente plus que le trafic aérien. Juste derrière, dans les consommations énergétiques d'Internet, ce sont les vidéos de chats. Si je me permets de vous livrer ces exemples, c'est que quand même, ça nous amène à la question un tout petit peu du sens, et ça nous permet quand même de nous voir peut-être un peu brutalement comment nous sommes devenus, nous qui sommes épris de liberté, des êtres totalement addicts. Je referme la parenthèse et je passe dans la deuxième partie du livre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3, notamment ceux que j'ai retenus, vecteurs qui peuvent aussi nous faire sécréter de la dopamine. Le premier d'entre eux, c'est l'altruisme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça revient quelque part à notre impératif de solidarité, parce que peut-être que nous pourrons trouver notre bonheur dans cet altruisme. Le deuxième, c'est la connaissance. La connaissance provoque aussi du plaisir. Et le troisième, si je l'ai bien compris, c'est une forme de sobriété, c'est-à-dire prendre le temps d'apprécier. D'apprécier un coucher de soleil, d'apprécier un regard, d'apprécier une lecture. Voilà, je referme sur ce livre, mais tout cela fait un tout. Parce que, vous savez, j'ai souvent mis en exergue, comme on le fait quand on écrit un livre, une phrase de quelqu'un qui vous a inspiré. Einstein disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Alors franchement, il avait bien vu le coup venir, parce que là, on est en plein dedans. La bonne nouvelle, c'est la profusion des moyens. Très sincèrement, je le dis parce que j'en ai l'intime conviction, on a tout ce qu'il faut sur la table de nos sociétés pour faire un saut qualitatif ensemble. Tout. On aura besoin, dans certains domaines, le stockage des énergies intermittentes, 2-3 choses comme ça, peut-être d'avancer un tout petit peu, mais on en a largement assez sous le pied. Mais il y a un truc qui nous manque. D'abord, il y a une chose qui nous manque, c'est le temps. Mais il y a une autre chose qui nous manque, c'est la volonté et l'intelligence collective. Et ça, si l'humanité n'est pas capable, à un moment ou à un autre, parce que tout d'un coup, elle va réaliser qu'elle est sur le même radeau, et que de la même manière que nous avons une communauté d'origine avec tout ce qui vit, nous avons une communauté de destin avec tout ce qui vit, quand nous aurons réalisé cela, quand nous aurons réalisé effectivement que, comment dire, aucun statut géographique, politique, économique, religieux ne nous épargnera des conséquences de ces phénomènes si on les laisse s'enfler, se développer, se combiner, se conjuguer, peut-être qu'on fera tomber toutes ces fractures de la société, toutes ces colonnes d'où on s'observe, où parfois on se regarde avec tant de préjugés comme si on avait l'éternité devant nous. Et peut-être qu'on se verra comme on est, c'est-à-dire une toute petite famille, paumée dans l'univers, perdue entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et peut-être que ce rendez-vous critique, parce que je pense que nous sommes face, me semble-t-il, à la crise la plus importante à laquelle l'humanité a été confrontée, puisque c'est bien de notre survie dont il s'agit, peut-être que c'est une aubaine pour un moment mettre de côté ce qui nous divise et mutualiser ce qui nous rapproche, c'est-à-dire simplement notre destin. Mais tout ça nous ramène à la question essentielle du XXIe siècle, c'est la question du sens. J'ai l'intime conviction que depuis que la Terre existe, il y a eu 2 grands moments dans l'évolution. On a franchi, l'évolution a franchi 2 pas. Le premier pas, c'est le pas de la vie. Le deuxième pas, c'est le pas de l'esprit.
pas de l'esprit, c'est notamment l'homme qui prend conscience de lui-même. Et le troisième pas, qui est celui que l'on doit réaliser au XXIe siècle, ça tombe sur nous, c'est le pas du sens. Et je suis intimement convaincu que c'était nécessaire. C'est ce que j'appelais le syndrome du Titanic. Je ne suis pas certain qu'on sache très bien où on allait. Je ne suis pas encore moins certain de savoir si on savait comment y aller. Et je suis encore moins certain qu'on sache si on peut y aller. Parce que tous les chemins ne sont pas possibles. Et ça va nous ramener justement à cet indicateur de liberté. Il va falloir qu'on choisisse collectivement quel chemin on peut emprunter. Parce que quand on ne fait pas de choix, me rappelait un de mes professeurs de philosophie, Dominique Bourg, étymologiquement, la liberté, c'est la loi qu'on se fixe à soi-même. Eh bien, il faut se fixer une loi, il faut se fixer un horizon, il faut se fixer un cap. Et puis, si on arrivait un tout petit peu à sortir de l'ébriété dans laquelle le consumérisme, le matérialisme, la technologie nous a mis, et si on arrivait à se voir tel que l'on est, parce que, là aussi, on a longtemps cru que dans l'univers, la vie était la norme. Désolé, mais jusqu'à présent, même si la sonde voyageur est sortie du système solaire, peut-être qu'un jour on trouvera une trace de vie en gestation ou de vie passée. Mais enfin, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et je dirais que s'il y avait un loto universel, on a tiré le ticket gagnant. Et donc, nous sommes doublement chanceux, puisque non seulement si tant est qu'on apprécie d'être là. Mais on a tiré le ticket gagnant, et en plus, on est la partie consciente du vivant. Que faisons-nous de ce double privilège? C'est ça qui devrait nous distinguer du reste du vivant. Et c'est cet accomplissement de notre phase d'humanisation que nous avons à réaliser au XXIe siècle. Je me suis un peu égaré, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Moi, je ne crois pas que vous vous soyez égaré. Je pense que vous nous avez amenés dans un univers qui n'est jamais celui que l'on côtoie quand on parle d'environnement, d'écologie, où on entend quand même toujours, ou presque toujours, des choses assez catastrophistes. Et effectivement, quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique ou de la disparition des espèces, on est souvent, enfin moi personnellement, pris d'horreur, d'effroi, de catastrophe, qu'est-ce qu'on va devenir, etc., qu'est-ce qu'on peut faire, rien. Et donc c'est toujours très catastrophique. Or vous, je trouve que vous avez donné, en tout cas aujourd'hui, une conférence presque joyeuse, en nous donnant des recettes de dopamine. Moi, en tout cas, la première, l'altruisme, je vais essayer de la cultiver, puisque de toute façon, la dopamine n'existe pas en médicament. C'est l'une des rares choses que les scientifiques ne veulent pas nous donner en pilule. Mais en tout cas, donc, je suis très impressionnée par le côté à la fois volontariste, mais quand même optimiste de vos propos sur la nécessité de cette solidarité universelle. Alors, évidemment, moi j'ai énormément de questions, mais je vais juste m'en tenir à une pour l'instant et ensuite passer la parole. Non, chacun son... Voilà. Et ensuite passer la parole à la salle comme d'habitude. Ma première question, elle est extrêmement générale, j'en suis désolée, mais comme on est dans un monde aujourd'hui, en tout cas, où au niveau économique, on a de l'échange, c'est la base même de notre économie, et quand on pense échange, il y a une forme de solidarité entre celui qui a pas et celui qui a. Mais sur le plan politique, on est dans la confrontation, depuis toujours, depuis que le monde est monde, depuis que les États existent. Et donc, on a une possibilité d'échange, de solidarité dans l'économie, mais vraiment un risque très fort de confrontation dans la politique, qui est la base des relations internationales. Et donc, comment passe-t-on de la confrontation, qui est un peu notre ADN politique, à la recherche d'une solidarité? Je vois par exemple entre Trump et Xi Jinping, comment peuvent-ils interpréter politiquement
comment pourrait-il interpréter politiquement et traduire politiquement aujourd'hui ce que vous dites? Ma question, c'est celle du passage. Comment on passe de l'un à l'autre? Si j'avais une réponse simple, on se sentirait tous mieux. Parce que c'est la question qui taraude tous ceux qui sont inquiets pour l'avenir. Comment se fait-il que justement, avec cette profusion de moyens qui est la nôtre, nous nous mettions dans de telles difficultés? Au passage, petite quand même réserve, le monde marchand, le monde d'échange, le monde économique est un monde dur, est un monde violent, est un monde qui est fait sur la compétition, la confrontation. C'est un jeu à somme nulle. Quand on gagne ici, on perd là. Et rappelons quand même que si on veut être totalement honnête avec l'histoire, vous savez, l'écologie, c'est un enjeu de dignité humaine, de justice sociale, plus que tous les autres. Parce que les conséquences de la crise écologique, que ce soit la raréfaction des ressources rares, ou que ce soit les conséquences des changements climatiques, qui, je rappelle quand même, frappent déjà des centaines de milliers de personnes qui en meurent chaque année et déplacent chaque année des millions de personnes, 3 fois plus que les conflits. Donc nous avons une lecture, je ne vais pas dire sereine, mais enfin, même si je pourrais détailler déjà des conséquences sur notre propre territoire, on a déjà basculé dans la tragédie et notre seule marge de manœuvre est de jouer sur le curseur, c'est-à-dire sur l'ampleur des conséquences et de savoir surtout si à un moment ou à un autre, le curseur ne va pas disjoncter. Mais tant que nous serons dans un monde, justement, de libre-échange et non pas dans un monde de juste échange. Je sais que ce sont des mots, mais il faudrait qu'on passe d'un modèle capitalistique consumériste et matérialiste à un modèle humaniste et socialiste. C'est un changement complet de donne. Alors après, comment fait-on pour harmoniser la vision, les priorités de Donald Trump et du président chinois? Honnêtement, j'en sais rien, puisque vous voyez bien qu'au moment où on aura besoin de faire tomber des murs, de mutualiser nos moyens, de mettre des brevets en open source, de nous donner nos technologies, de distribuer l'argent, au contraire, l'argent se concentre dans des mains de plus en plus petites et les technologies qui pourraient permettre de sauver le monde ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Donc, on a un changement complet de matrice à opérer, mais encore faut-il que chacun... Hier, quelqu'un me disait, on me rabâchait, mais comment vous allez faire pour convaincre la Chine et l'Inde de ne pas se développer comme nous? Bon, d'abord, c'est une vision presque un peu prétentieuse de penser que les Chinois et les Indiens seraient plus idiots que nous et qu'ils ne voient pas le danger. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que je peux vous dire que les Chinois ils ont tellement vu le danger que, notamment côté raréfaction des ressources, alors eux, ils ont bien planifié et croyez-moi, ils ont de quoi tenir. Voilà. Donc, nous, les Européens, on ferait bien rapidement d'inventer le modèle économique, le modèle de consommation, le modèle de production, et le modèle sociétal et le modèle démocratique surtout qui va bien. Je ne sais pas ce qui va permettre à l'humanité à un moment ou à un autre de se réunir au moment où elle se divise sur tous les fronts. Au moment où on a besoin d'avoir des Mandela, on a des Bolsonaro, on a des Donald Trump, ce qui est un contresens de l'histoire. Vous savez, vous disiez, c'est bien, je vous ai écouté, vous n'avez pas l'air totalement pessimiste. Bon, d'abord, c'est trop tard pour être pessimiste. Et puis, c'est une notion qui est particulière parce que les optimistes disent que tout va s'arranger, les pessimistes que tout est foutu, donc quelque part vous capitulez puisque vous abandonnez votre sort au destin. Et sur cette notion-là, moi j'avais un ami africain, il me disait de toute façon il faut les deux, parce que les optimistes construisent des avions et les pessimistes des parachutes. Donc voilà. Alors, question montrée. Bonsoir et merci pour cet exposé introductif. Jean-Christophe Loquin du journal La Croix. Ce serait, vous avez prononcé le mot de européen. Et donc, je voudrais avoir un peu votre commentaire, non pas votre pronostic sur les élections, mais en tout cas, allons plus loin que cette date du 26
de l'enjeu du 26 de ce dimanche, les élections. Et pour vous, quelle est la politique urgente et prioritaire que les Européens devraient adopter dans les 5 ans qui viennent? Et bien sûr, est-ce que vous sentez que, malgré les divisions que l'on voit, est-ce que vous sentez qu'il est possible que les Européens se réunissent sur un projet qui tienne davantage compte de la solidarité et de l'écologie? Je réponds tout de suite parce que j'ai peur après d'oublier les questions si ça ne vous ennuie pas. Moi, comme j'ai une conviction profonde que l'Europe est une nécessité absolue, d'abord pour une raison. On a souvent la mémoire courte. Mais la paix en Europe, dans l'histoire de l'Europe, c'est l'exception. Et nous, on a profité, en tout cas ma génération, de cette incroyable exception, au point qu'on finit par s'en accommoder et penser que c'est la norme. Et donc, c'est quelque chose qui est acquis. Bon, je le sais pour l'Europe comme pour le reste du monde, on n'est jamais civilisé en profondeur. Voilà. Donc, la première chose à protéger, pour moi, c'est l'Europe. D'où, si on aime l'Europe, comme un conjoint qu'on aime, il faut être très exigeant vis-à-vis de l'Europe. Et l'Europe s'est construite sur des raisons économiques et politiques. Il faudrait aussi qu'elle se structure sur des valeurs. Et moi, je voudrais avoir une Europe de solidarité, parce que je pense que là aussi, l'Europe sera solidaire ou ne sera pas, et notamment sera solidaire avec un continent qui est au sud de l'Europe, qui est l'Afrique. Je reste convaincu que nos destins sont associés. On gagnera, l'Europe a tout intérêt à ce que l'Afrique gagne, et réciproquement. Une fois qu'on a dit ça, dans les priorités, pour moi, européennes, il y en a plusieurs. D'abord, je voudrais qu'on assouplisse un certain nombre de règles et que, notamment pour tout ce qui concerne le fiscal et le social, on puisse sortir de la règle de l'unanimité. La deuxième chose, c'est que je pense que l'Europe doit investir en grand, dans tout ce qui est la transition écologique et sortir rapidement des dogmes budgétaires et de l'orthodoxie budgétaire. Et ne pas avoir peur, et les traités nous le permettent, parce qu'il y a certaines interprétations dans des circonstances exceptionnelles, et si nous ne sommes pas dans une circonstance exceptionnelle, je ne sais pas quand est-ce qu'on le sera, qui nous permettent de jouer avec les réglementations. Moi, je pense qu'il faut sortir tout ce qui est de l'investissement des critères de Maastricht, investir notamment dans l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la réduction de notre consommation. Je rappelle quand même qu'une grande partie de l'énergie que l'on paye profite à l'extérieur de l'Europe. Deuxièmement, investir massivement dans les énergies renouvelables avec comme horizon d'avoir une autonomie énergétique. Je rappelle quand même que le Portugal, pour ne donner qu'un exemple, pour ceux qui ne croient pas aux énergies renouvelables, en mai 2016, a produit pendant 1 mois, 1,5 fois à partir des énergies renouvelables, son besoin de consommation. Je pense que si les réseaux européens s'harmonisent, on doit être capable, à terme, si tant est qu'on investisse aussi sur une technologie que l'on abandonne aux Coréens, aux Japonais et aux Chinois, que sont l'hydrogène. Il faut investir dans la mobilité douce, il faut investir, et j'espère qu'on le fera au moment de la révision de la politique agricole commune, dans la transformation du modèle agricole, avec comme objectif d'abord de diversifier les revenus des agriculteurs qui participent à la transition énergétique, à la protection de la biodiversité. Avoir un objectif de souveraineté alimentaire européen, puisque je rappelle quand même que la grande majorité de nos protéines végétales pour nourrir nos animaux viennent notamment du Brésil au détriment de la forêt amazonienne. Donc nous ne sommes pas souverains sur un plan alimentaire, pas plus que nous sommes souverains sur un plan énergétique. Je pense que l'indépendance de l'Europe, elle tient aussi et principalement à ces deux souverainetés. Mais je reviens à cette nécessité de financer. Parce que je sais que je ne suis pas le premier à faire cette comparaison, et comparaison ne vaut pas raison. Enfin, en 2008, et ça a été vrai en 1929 aussi, on n'a pas hésité une seule seconde à sortir de l'intégrisme financier pour sauver le système bancaire, la Grèce et les épargnants. Au passage, 70% de l'argent qui a été émis à ce moment-là a plutôt servi à la spéculation qu'à une dimension sociale.
là, on entend dire dans les tribunes, les conférences, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue, ou en tout cas l'habitabilité de la Terre qui se joue. Mais on s'interdit même d'y penser, de s'autoriser à le faire. Mais moi, je suis convaincu que pour l'investissement, il faut le faire. D'abord parce que même si on augmente la dette d'aujourd'hui, elle est bien meilleur marché que la dette d'hier. Deuxièmement, vous pouvez amortir évidemment des investissements qui sont faits pour réduire notre consommation ou pour produire de l'énergie à l'intérieur de nos frontières. Troisièmement, il y a des études qui montrent que pour 1 euro investi, vous faites rentrer dans l'économie 3 euros à terme. Et puis vous allez vous priver de toutes sortes d'externalités négatives que l'on oublie en général de prendre en compte. Donc il faut qu'on soit excessivement audacieux, parce que si on ne l'est pas, on va être encore dépendant, comme ça a été le cas sur les panneaux solaires, des technologies en Asie. Voilà. Pour moi, ça, ce sont évidemment les grandes priorités dans lesquelles il faut qu'on se lance tout de suite. Bonjour, Damien Barbera. Alors moi, je suis un physicien et donc vous avez occupé au gouvernement un poste qui vous a permis sans doute de fréquenter la communauté scientifique qui est en capacité éventuelle d'aider sur le plan technologique. Est-ce que vous avez senti dans cette communauté-là le mot solidarité qui permettrait de faire un pas en avant, ou est-ce que cet ensemble de penseurs qui pourrait permettre d'aider à, je ne sais pas moi, redonner de la pureté à de l'eau par exemple, de la pureté à l'eau, comme vous parliez de l'eau en Inde, finalement ne se préoccupent pas de l'avenir et attendent quelque part que ce soit les politiques qui fassent les choses? Alors, j'espère bien comprendre le sens de votre question et pas répondre à côté. D'abord, dans mon parcours personnel, j'ai eu cette chance extraordinaire, alors que vraiment j'étais un béotien absolu, j'avais juste une sensibilité, que très rapidement, les scientifiques sont venus me structurer, m'éclairer, me guider, m'accompagner. Ça a été très précieux. Et je dis ça parce que la science n'est pas suffisamment entendue et écoutée des politiques. Ou alors elle est écoutée, mais on n'y croit pas. Parce que, franchement, prenez pour le climat. Je viens de découvrir dans un livre qui s'appelle « Perdre la Terre », qui est le fruit d'une enquête d'une journaliste très connue aux États-Unis, que tout ce que nous savons sur le climat, la Maison-Blanche le savait dès le début des années 70. Donc on a perdu un temps excessivement précieux. Je pense que si, par exemple, demain, comme je le souhaite, on adapte notre démocratie aux enjeux du long terme et qu'on transforme le Conseil économique, social et environnemental en chambre du futur, je pense qu'il faut faire rentrer la science. Alors après, évidemment, vous me demandez est-ce qu'il y a de la solidarité. Bon, je suis peut-être moins bien placé que vous pour le savoir. Est-ce que les sciences dures, les sciences molles s'affrontent? Moi, j'ai toujours vu, sous ceux en tout cas avec qui j'ai travaillé, une probité, une exigence, même une prudence, qui d'ailleurs va de pair avec la science. Avant de nous affirmer comme ça que les changements climatiques, il y en avait une responsabilité anthropique, vous avez employé à juste titre toutes sortes de précautions parce que ça augurait évidemment des transformations et des conséquences. Mais je trouve que la science n'est pas suffisamment associée, et notamment la science, celle qui cherche et qui recherche. Parce que là aussi, il y a un moment, il ne faut pas se disperser sur tout. On sait sur quoi on a des faiblesses, et de toute façon, il va aussi falloir qu'on s'adapte, parce que le coup est parti. Bon. Donc, moi, je souhaiterais évidemment qu'on investisse comme on le fait dans certains pays sur un certain nombre de... Voilà, je parlais d'hydrogène tout à l'heure. La Corée, alors évidemment, parfois, ils le font dans des conditions sociales un peu limites, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils y sont allés à fond, l'État a aidé, et les piles à combustible, en l'espace de 10 ans, ils ont divisé le prix par 20. Ce qui fait que dans quelques temps, vont nous arriver pour les camions, pour les trains, pour stocker dans les bâtiments. Voilà. Donc en tout cas, je pense que plus que jamais, il faut que la science nous éclaire. Alors après, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, parce qu'il faut valider les craintes et en même temps infirmer les fausses peurs.
Bon. Mais alors moi, j'étais un cas d'école où j'étais sous le feu parfois de 3 diagnostics différents. Quand je me suis préoccupé, entre autres, du glyphosate, qui est une molécule parmi d'autres, j'avais le CIRC, donc l'agence onusienne, qui disait que le glyphosate était un cancérigène probable. J'avais l'agence européenne qui disait qu'il n'y avait pas de danger, en gros, et l'agence française qui était entre les deux. Enfin voilà, donc pour prendre des décisions, c'est effectivement pas très facile. Alors après, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, les méthodologies des différentes agences n'étaient pas les mêmes, et que de toute façon, il faut du temps. Pourquoi ? Parce que la relation de cause à effet entre l'ingestion ou quand on respire quelque chose, je ne sais plus comment on dit l'inhalation, merci, d'une molécule, ça se fait sur un temps long, par un phénomène notamment de bioaccumulation. Et puis que parfois une molécule toute seule n'est pas forcément nocive, mais quand elle se combine avec un adjuvant ou je ne sais quoi, elle peut l'être. Et au passage, ça me permet de regretter que je pense que j'ai contribué à inscrire le principe de précaution dans notre Constitution, il y a longtemps, avec Jacques Chirac, vous y faisiez mention tout à l'heure. Alors franchement, s'il y a un principe auquel on ne se réfère jamais, c'est bien le principe de précaution. Commentaire peut-être sur l'Europe, parce qu'on a l'impression que la conscience vient qu'il est nécessaire d'investir, notamment sur les batteries. On a eu récemment, il y a 15 jours, je crois, cette annonce par Bruno Le Maire d'une initiative franco-allemande pour avoir un Schengen des batteries, en tout cas un pôle européen des batteries. Donc peut-être que la conscience vient petit à petit à nos responsables européens. Alors, question s'il vous plaît dans la salle. Alors, monsieur tout là-haut. Jacques, non. Alors après, non, d'abord monsieur là-haut, et puis après en descendant, vous l'aurez. Pardonnez-moi, mais il était avant vous. Merci à M. Hulot pour votre brillant exposé. Mais je voudrais vous poser une question. Mon nom est Simon Schumer, je suis expert judiciaire. Je voulais savoir quelle était votre opinion au sujet de l'eau et de la future ou du futur bouleversement géopolitique de l'eau, justement, et de l'eau potable en particulier. Vous voulez répondre tout de suite ou on peut prendre la deuxième, le jeune homme devant. Bonjour, Pierre Elvig. Je travaille dans les transports publics. Vous avez un peu effleuré la question, alors je partage beaucoup de vos constats. La question du mode de gouvernance en fait, démocratique du monde, globalement. Vous avez un peu effleuré la question en parlant des chefs d'État chinois, américains, du besoin d'une chambre du long terme en France, mais est-ce que ce n'est pas des petits sparadraps, en fait, le principe du veto au Conseil européen, globalement, en fait, est-ce qu'on ne devrait pas complètement remettre à plat notre système de décision publique à toutes les échelles et en fait reposer sur le parlementarisme, le fédéralisme, etc. Enfin, je ne vais pas développer ici, mais voilà la question. Bon, sur la question de l'eau, je crois que je l'ai esquissé tout à l'heure. Je pense que chacun peut très bien réaliser le scénario qui va se produire si nous rentrons en tension sur cette ressource-là. Et je peux vous dire, parce que j'avais ça dans mon logiciel quand j'étais au gouvernement, puisque c'était une de mes responsabilités, rien que sur notre pays, dans notre pays, vous avez des régions qui sont très proches de ce qu'on appelle le stress hydrique, où vous avez des courbes de consommation qui sont en train de croiser des courbes d'alimentation. C'est-à-dire que les nappes ne sont... D'abord, parfois, on tape dans ce qu'on appelle des nappes fossiles qui ne se rechargent pas.
Et parfois, quand les nappes se rechargent, elles ne se rechargent plus suffisamment parce que, curieusement, il tombe de l'eau quand on n'en a pas besoin, trop précipitamment, elle n'a pas le temps de s'imprégner. Et par contre, quand on en a besoin, on n'en a pas. Bon. Et je vous signale quand même que vous avez parfois, y compris en Europe, même en Europe, dans les pays frontaliers, il est arrivé quand même qu'on ait des bateaux qui viennent chercher l'eau de la Durance pour aller approvisionner des villes d'Espagne. Donc on est déjà dans cette situation, avec quand même, là aussi, pardon de le dire, mais une totale aberration. Il faut qu'on s'interroge dans nos sociétés sur tous les prélèvements indus. Vous savez, globalement, pour faire court, c'est l'agriculture qui, pour 70%, occasionne les prélèvements en ressources dans l'eau. Très sincèrement, quand vous voyez par exemple que dans certaines régions de France, on s'entête à cultiver du maïs qui est très consommatrice d'eau, alors qu'il y a d'autres protéines végétales qui feraient aussi bien l'affaire pour nourrir le bétail, voilà. Chacun sait que si nous diminuons collectivement dans les pays consommateurs de viande de 10 ou 20% notre consommation de viande, ça aurait un impact évidemment énergétique très fort, positif, et ça aurait évidemment un impact en termes de consommation, puisque vous savez que pour produire 1 kg de bœuf, il faut 1,5 tonne d'eau. Donc vous voyez, bon, voilà. Donc il faut aussi qu'on travaille sur ces aspects-là. C'est quand même aberrant aujourd'hui, en plein été, de voir des canons à eau. C'est aberrant aussi que pour certains usages de l'eau, la loi, les réglementations nous empêchent de réutiliser des eaux usées. Bon, donc, il y a vraiment une gestion. Moi, j'avais dans mon logiciel de faire des assises de l'eau sur ce thème-là, mais ça va devenir effectivement dans les rapports géopolitiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on s'est fait la guerre pour le pétrole. Croyez-vous qu'on va hésiter 10 secondes quand effectivement certains pays, en Afrique australe par exemple, l'Afrique du Sud est dans une situation critique parce que ces réserves d'eau qui sont alimentées par des fleuves qui viennent du nord diminuent de jour en jour, et je donnais l'exemple de l'Inde tout à l'heure et je pourrais vous en donner comme ça à foison. Après, sur la question de la gouvernance, qu'elle soit mondiale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit locale, on voit bien que nos institutions comme nos démocraties ne sont pas adaptées à deux nouveautés. La première nouveauté, c'est que c'est la première fois effectivement que dans notre radar, le futur s'invite. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on doit combiner les enjeux du court terme et les enjeux du long terme. Dit autrement, c'est la première fois qu'on est en situation de sacrifier l'avenir au présent. On peut prendre un certain nombre de mesures pour vaguement sauver le présent, mais au détriment des générations futures. Et d'avoir ces deux grilles de lecture, c'est très difficile, et je vous expliquerai pourquoi. Et la deuxième chose qui est nouvelle dans nos sociétés, c'est que c'est la précipitation ou l'accélération du temps. Je me permets de témoigner ici de ma courte expérience gouvernementale. Pendant un temps, j'ai cru que c'est avec moi qui vivais les choses comme ça, mais pour avoir échangé avec mes collègues, à l'instant où vous êtes nommé ministre, et je pense que c'est encore pire quand vous êtes président, vous êtes happé comme dans un fleuve en crue, et vous êtes dans la gestion, dans le réactif, mais pas dans le prospectif. C'est impossible. Tout converge vers vous, et je passais mon temps à dire, est-ce qu'il y a un moment où on peut réfléchir? Mais ce n'est pas qu'on est plus bête que les autres, c'est que le système tel qu'il est, qui nous propulse avec le tempo médiatique, avec les injonctions croisées et contradictoires que l'on subit à chaque instant. Et quelque part, on a un peu l'impression d'essayer de contenir un cheval un peu fou, mais on sent bien intimement que ça ne va pas bien se terminer. Bon. Et quand vous voyez l'avalanche aussi de production de lois, etc., s'il en est de législatif comme de l'exécutif, donc je reste convaincu qu'il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait un lieu apaisé, documenté, qui anticipe sur l'avenir, doté d'un droit de veto si jamais l'exécutif ou le législatif spécule sur l'avenir, où le citoyen, avec les scientifiques, les sachants, sont associés, où on puisse resynchroniser la science et la conscience. Parce que ça aussi, c'est un des fléaux de ces dernières décennies, c'est qu'on fait des choses magnifiques, mais on se rend compte des effets pervers ou des effets induits quand c'est trop tard et quand ça nous a totalement échappé. Voilà. Donc, parce que tout va trop vite.
Tout va trop vite. Moi, j'étais frappé quand j'étais au gouvernement. Les médias savaient avant moi ce que j'allais dire et commentaient mes plans avant même que je les ai sortis. Et quand il y avait 50 mesures et peut-être une des 50 mesures qui n'était pas forcément bien justifiée, évidemment, c'est la seule chose qu'on retenait. Comme disait un copain ministre, moi, quand je dis des choses intelligentes, personne ne s'en aperçoit, mais quand je dis une connerie, tout le monde s'en aperçoit ou il la reprend. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas sain, au-delà de l'anecdote, de conduire la marche du monde dans cette précipitation. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il y a différentes pistes pour revitaliser nos démocraties, également à l'échelle locale, parce que on a besoin, il faut que les politiques s'inspirent des citoyens et il faut que les citoyens s'approprient également les projets. Il faut vraiment du mutualisme et pour l'instant il n'y a pas de mutualisme parce qu'il y a une défiance des politiques et les politiques qui sont la tête sous l'eau n'ont pas le temps de se ressourcer ou de s'inspirer des citoyens. Donc quand on a dit ça, au moins on a acté qu'il y a une difficulté et ça mérite d'être étudié. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur comment on peut adapter la démocratie à la précipitation du temps et aux enjeux du long terme. Et ce qui est vrai au niveau d'un État est vrai au niveau des institutions. Moi, j'ai été plusieurs fois, non seulement quand j'étais ministre, mais quand j'ai bossé pour préparer la COP21 à l'Assemblée, enfin, aux Nations Unies. On n'a pas switché. Quand je dis qu'on n'a pas switché, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas vraiment réalisé que nous sommes confrontés à des enjeux universels. Quand je regardais, parce que j'avais évidemment un petit recul, puisque j'étais là quand même avec un œil un peu curieux de voir comment tout ça fonctionnait, et je regardais aux Nations Unies les délégations de chaque État. Et en fait, vous les voyez déambuler dans les couloirs, hein, avec le chef d'État en tête, les conseillers partout, éventuellement un ou deux ministres. Mais vous sentez bien qu'ils sont dans leur bulle nationale. C'est-à-dire qu'ils sont là pour défendre l'intérêt de leur pays, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais l'addition des intérêts des pays ne fait pas l'intérêt universel. On n'a pas compris qu'on allait, là aussi, qu'on allait tous gagner ou tous perdre. Comme le disait Martin Luther King, on est condamnés à agir ensemble ou à tous souffrir comme des idiots. Et l'ONU n'a pas encore, ne joue pas d'abord ce rôle. Alors, je ne dis pas qu'elle ne sert à rien, loin de là. Mais c'est une institution, pour moi, désuète par rapport aux enjeux universels et aux enjeux du futur. Alors évidemment, est-ce qu'on pourrait avoir une autorité faite de sages, mais qui est sage? Qui désignerait qui sont les sages pour doter l'humanité de règles communes? Voilà. Mais des choses vont s'imposer à un moment ou à un autre. Si on ne se met pas des règles communes pour protéger les biens communs, je ne suis pas sûr que l'histoire se termine bien. Je me permets aussi de dire un petit mot, j'en profite, sur l'Europe. Il y a un outil qui est très important. Ce n'est pas le plus sensuel à évoquer, c'est la fiscalité. Parce que vous le vouliez ou pas, l'argent ne fait pas tout, mais enfin il fait quand même beaucoup. Bon. Et qu'il faut qu'on sorte d'une grande mystification dans laquelle on s'englue et on se complaît, c'est que l'Europe et chaque État n'a aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que si on promet, parce qu'il y a une révolte, parce que ceci, parce que cela, 1 milliard là, il faut le savoir qu'on le prend ailleurs. Donc on habille Paul pour déshabiller Pierre. Bon, donc c'est un jeu à somme nulle. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se fixer des priorités, et ça ne veut pas dire que parfois il y a de l'argent, il y a des allocations qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas prioritaires. Mais enfin globalement, on est tous étranglés. Et pourquoi on est étranglés ? Pas parce que les gouvernements successifs n'ont pas forcément été des bons gestionnaires, pas simplement pour ça. Simplement parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez un pan entier de l'économie qui s'est organisé en toute légalité mais en toute immoralité pour échapper à l'impôt et à la solidarité. Ça, c'est la vérité. Et un pays tout seul ne peut rien faire face à ça. À 28, vous pouvez remettre de l'ordre dans la finance et dans l'économie. Et là, croyez-moi, ça changera la donne parce que ce sont des centaines de milliards que vous allez pouvoir faire rentrer. Je vois, par exemple, personne, ou en tout cas, je n'ai peut-être pas suivi dans le détail, ne remet à l'ordre du jour ce vieux serpent de mer qu'est la taxe sur les transactions financières.
On peut la faire à 28, je suis désolé, et parce qu'aucun acteur financier ne pourra ignorer l'Europe, qui est quand même le premier marché économique. Donc ils seront bien obligés de suivre nos règles. Et tant qu'on aura cette inéquité fiscale, c'est-à-dire que l'on sait que certaines entreprises, par ce système d'optimisation, échappent tout ou partie à l'impôt, je comprends que la personne qui a un vieux véhicule diesel qu'on lui a incité à acheter et qui vit dans une zone où il n'y a pas de transport en commun, ne voit pas la taxe carbone comme un cadeau de Noël. Quoi, voilà. Non, vous avez d'autant plus raison que les États eux-mêmes organisent ce dumping fiscal. Le cas le plus scandaleux, c'est celui de l'Irlande, quand même, qu'on a soutenu avec des milliards d'euros quand la Banque nationale irlandaise a été en risque de faillite en 2009 à cause des produits toxiques américains, qui ne nous a même pas remerciés et qui continue à imposer des taux de fiscalité de 0% sur les grandes entreprises. Donc il y a effectivement... J'ai involontairement coupé votre micro, excusez-moi Nicole. Non, juste, l'important c'est que le vote ne soit pas coupé. Juste abonder dans votre sens, mais quand on donne des injonctions à certains territoires pour fermer ce qu'on appelle les paradis fiscaux, je dirais, on est dans une hypocrisie sans nom. Je ne voudrais pas blesser qui que ce soit ici, mais enfin, moi j'habite en Bretagne Nord, par temps clair, je vois un paradis fiscal. Voilà. Oui, donc Axel Hullern, professeur associé au CNAM. Merci beaucoup pour votre exposé extrêmement clair. J'ai une question à vous poser sur le fonctionnement des institutions européennes et en particulier sur les lobbies. Je viens de lire qu'il y avait 30 000 lobbyistes à Bruxelles. 70% d'entre eux sont au service d'intérêts commerciaux de grandes entreprises industrielles. Il est évident qu'on ne va pas du tout dans le sens de ce que vous avez exposé, à savoir la solidarité et l'écologie. Ma question est comment peut-on limiter l'action de ces lobbies? Est-ce qu'il faut les combattre ou est-ce qu'il faut éviter d'envoyer des députés européens ou des instances dans la Commission européenne qui sont complètement perméables à l'action de ces lobbies? Voilà. C'est une plaie, hein. Pas vous, hein. Non, mais quand je dis que c'est une plaie, c'est une plaie. Je prends l'exemple d'actualité, mais qui est, pour moi, ce qu'on fait de pire dans ce domaine-là, qui est Monsanto. Nous, les ONG, pour faire du lobby d'intérêt général, à Bruxelles, on se met à 4 ou 5 ONG pour se payer un lobbyiste. En face, il y a des cabinets d'avocats entiers qui n'ont que ça à faire, de convaincre par toutes sortes d'actions, des déjeuners ou autre chose, combien, par exemple, sans les OGM, la planète va crever de famine, combien, justement, pour répondre au changement climatique, on peut coder les plantes pour qu'elles résistent à la sécheresse, etc., etc. On n'est pas à armes égales. Ce qui est vrai d'ailleurs à Bruxelles, et particulièrement vrai à Bruxelles, est vrai sous des formes différentes à l'échelle nationale. Bon. Alors comment on fait ? D'abord, je pense qu'il faut de la transparence. Moi, j'avais proposé, je n'ai pas eu le temps de le mettre en application, que quand un ministre, quand un député reçoit quelqu'un, il faut qu'on le sache qui il reçoit, ce qui a été dit, et que ça soit en toute transparence. Ça me paraît, pour moi, très évident, de la même manière que quand on a une expertise, il faut savoir qui a payé l'expertise. Voilà. Et c'est vraiment pas une lubie hein, de parler des lobbies. J'en ai fait. Moi, j'étais à la croisée de tous les lobbies puisque j'avais les intérêts pétroliers, les intérêts agroalimentaires, les intérêts nucléaires. Enfin bon, j'étais vraiment sous le feu de tout. Bon, et ils sont très forts parce que ils vont même parfois. Pardon, mais utiliser un scientifique qui n'est pas forcément compétent dans le domaine dans lequel il va s'exprimer, mais qui va semer le doute. Je me permets une petite anecdote, mais elle est quand même très significative. Quand j'ai bossé pour préparer la COP21 auprès de François Hollande, je voulais mobiliser le Vatican à l'époque, parce que je voulais mobiliser toutes les religions, parce que je considérais que d'un point de vue des gens qui croient,
je m'étonnais que les religions ne réagissent pas, alors que, de point de vue de la religion, c'était la création qui était en train de disparaître. Donc, je trouvais que leur silence était pas compréhensible. Donc, j'étais au Caire voir le grand imam. Voilà, j'ai été à plusieurs reprises au Vatican. Bref. Et un jour, donc, il y a un déjeuner qui est organisé, notamment avec un cardinal qui est président de l'Académie des sciences du Saint-Siège, parce qu'ils ont leur Académie des sciences. Moi, j'étais venu parler climat. Et tout le déjeuner, il m'a ramené sur les OGM, en me disant « Vous vous trompez, monsieur Hulot, vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité. » Il me ramenait toujours à ça. Et à la fin du déjeuner, j'ai été voir notre ambassadeur. J'ai dit « Pourquoi il m'a cassé les pieds, lui, pendant tout le déjeuner ?» Il m'a dit « Mais je vais vous expliquer une chose. L'ambassadeur des USA au Saint-Siège, c'est un ancien de Monsanto. Et il est là que pour ça. » Voilà. Donc c'est vous dire qu'ils sont très forts. Mais ils sont forts parce qu'on est faible. Voilà. Comme l'optimisation fiscale. Je suis désolé, j'aurais juste vous témoigner d'une conversation que j'ai eue avec un haut responsable économique français. Je parlais de l'optimisation fiscale, il m'a dit « Mais monsieur Hulot, l'optimisation fiscale, pour un chef d'entreprise, c'est un devoir. » Mais dans sa logique à lui, il dit on lui laisse une niche, on lui laisse une possibilité, ben, il la prend, hein. Moi, je lui dis non, c'est un mauvais réflexe. Mais en même temps, il a tort et il a raison. C'est-à-dire que si l'État donne cette possibilité, pourquoi s'en priver? Si vous n'avez pas de morale, vous y allez à fond. Et c'est pour ça aussi qu'à 28, sur la fiscalité, franchement, vous pourriez remettre de l'ordre. Imaginez l'Europe, demain, sur les biens et les services qui ont un faible impact pour l'environnement. Vous mettez une TVA à 3%. Et progressivement, pour les biens et les services qui ont un fort impact, progressivement, pour ne prendre personne de court, vous la faites monter jusqu'à 33 ou 40%. Vous allez changer la consommation et la production européenne en l'espace de 10 ans. Et après, Hein? Alors non. Alors, c'est pour ça que je souhaite que, je l'ai dit tout à l'heure, que sur le fiscal et le social, on revienne, on sorte de la règle de l'unanimité, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Mais c'est incroyable qu'on ne puisse pas tester ça, parce que vous le savez, la fiscalité, ce n'est pas qu'un instrument de recette pour changer les comportements. Si on le fait encore une fois avec prévisibilité, pas du jour au lendemain. Mais effectivement, il faut sortir. Ou alors il faudrait qu'on soit à 28. Mais alors là, avant qu'on y arrive à 28... Le problème, c'est qu'à l'Europe, il faut l'unanimité pour accepter de passer à la majorité. Donc, le temps passe, mais on a encore le temps. Alors, monsieur, là, devant, oui. Pas eu de femme. Non, pas de dame. Pardon? Alors, vous, après. D'accord, on prend les deux questions, là. Monsieur, et puis derrière. Bonsoir. Christian Féasson, donc je suis retraité de l'enseignement supérieur scientifique. Merci beaucoup pour votre exposé, parce qu'il a fait la part, disons, un petit peu entre des choses qui nous préoccupent tous et une petite partie scientifique et qui était très, très intéressante aussi. Alors, en ce qui concerne la solidarité, j'ai deux petites questions. La première question, elle concerne tous les pays, en particulier les pays européens, qui courent après la croissance. Chaque pays court après la croissance, essaie de doubler le petit copain à côté, et donc il n'y a pas de solidarité entre les pays. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, vers quoi il faut courir? Est-ce qu'il faut courir vers une croissance maîtrisée, ou vers de la croissance zéro, ou pourquoi pas de la décroissance? Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que ça a un sens de parler de décroissance? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr d'être dans le vrai. Et puis deuxième petite question, alors il y a une dizaine d'années, on parlait, ça paraissait très prometteur, d'écologie, ça va vous faire bondir peut-être, d'écologie industrielle. Hein. J'ai enseigné ça moi, donc il y avait un ou deux exemples dans le monde qui marchaient très bien. Alors c'est pas de l'économie circulaire, hein, c'est disons des entreprises qui s'associent, qui se mettent dans un lieu très précis, et les déchets de l'un deviennent les matières premières de l'autre, etc. Ça semblait très intéressant, j'en entends plus parler. Alors je ne sais pas où ça en est, si vous avez, disons, des informations là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Et la dame derrière. Oui, voilà.
Merci pour tout cet exposé. Effectivement, moi j'ai le sentiment que les individus attendent beaucoup des politiques pour changer. On est en partie, nous, individus, responsables de cette accélération, de cette surconsommation, à tous les niveaux, que ce soit dans les biens, mais que ce soit aussi dans les services, dans les infos en continu, les réseaux sociaux, toute cette accélération, on est responsable. Donc les politiques, c'est important, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait déjà que les individus se prennent en main sur tous ces aspects, que ce soit la consommation de l'eau, la surconsommation, la consommation de produits hors saison, de plastique, de déchets, donc de tous ces éléments-là. Et est-ce qu'on peut imaginer un système où c'est justement les individus qui imposent aux politiques le changement, c'est-à-dire inversement, parce que si on attend de 28 pays qui ont des fonctionnements très différents de se mettre d'accord, en plus à l'unanimité, je pense qu'on peut attendre longtemps. Est-ce que c'est pas plutôt à nous de propulser et d'imposer ce changement aux politiques parce qu'on ne veut plus de ces produits, parce qu'on ne consommera plus, parce qu'on fera attention à nos consommations d'eau, à nos légumes hors saison, etc. Toute petite annexe à cette question, est-ce que vous pensez que l'éducation, les politiques d'éducation doivent beaucoup plus intégrer dans les programmes, notamment en petite classe et au collège, tous ces aspects que vous avez signalés? Peut-être qu'on pourrait parler plutôt que des politiques d'éducation, de l'éducation des politiques. Oui. Je rappelle quand même qu'à l'ENA, si je ne me trompe pas, le développement durable est toujours optionnel. Donc peut-être qu'il y a un moment ou un autre. Bon. Mais j'y répondrai. Alors, sur comment dire, ce Graal que chaque homme politique espère et met cierge sur cierge pour que la croissance revienne. D'abord, je pense que la croissance telle qu'on l'a connue, elle ne reviendra pas. Bon. Et que si elle revenait à l'identique, ça serait une très mauvaise nouvelle, parce que ça ne ferait, en tout cas à l'identique, j'entends bien, hein, ça ne ferait qu'amplifier, accélérer le problème et donner une illusion, comment dire, factice et non durable que les choses vont mieux. Bon. Mais je suis convaincu qu'elle ne reviendra pas. Est-ce que pour autant, la seule option, c'est la décroissance? Moi, je dirais une chose. Si on continue le modèle tel qu'il est, un modèle qui épuise, par la force des choses, on va passer dans la décroissance quand vous n'avez plus rien. Bon, ça décroît tout seul. Donc, ce qui est très curieux, c'est qu'on se pose dans la question, ça veut dire qu'on aurait le choix de continuer à l'identique ou pas. Prenez simplement les modélisations, pas forcément du GIEC ou de gens qui sont très écologistes, mais de la Banque mondiale ou du FMI. Les scénarios qui nous montrent si jamais, encore une fois, on laisse un certain nombre de ressources nous échapper et si on subit les changements climatiques dans la fourchette qu'on voudrait éviter, toutes nos économies, toutes nos démocraties seront affectées en profondeur. Ça, c'est vraiment les scénarios qui sont parfaitement modélisés. Donc, dit autrement, s'entêter dans le modèle actuel ou éventuellement le réanimer, c'est sans issue. Et là, ça se termine effectivement d'abord par, mon avis, des conflits et effectivement par une forme de décroissance. Alors, est-ce que la décroissance des flux matériels, elle est inexorable ? Alors ça dépend si ce sont des flux qui reposent sur des ressources finies ou si ce sont des flux qui reposent sur des ressources renouvelables. Alors parce que c'est deux choses, mais dans les ressources renouvelables, encore faut-il leur laisser le temps de respirer, voilà, et de se renouveler. Et il y en a, vous allez me dire, le pétrole il est renouvelable, hein, mais alors il va falloir attendre un peu, quoi. Bon. Bon. Donc ça c'est ça. Moi, ce que mon intime conviction, c'est que dans un premier temps, puisqu'on est en période de transition et reconnaissons qu'on n'a pas une vision totalement claire et aboutie du modèle de demain, on a une vision assez claire de là où il ne faut pas aller et des chemins qui ne sont pas empruntables. Dans un premier temps, il faut faire de la croissance et de la décroissance sélective. Et ça, il faut y aller à fond. Alors, la décroissance sélective, c'est quoi ? Par exemple, la sortie des énergies fossiles, c'est de la décroissance. Et il faut l'organiser, il faut l'accompagner.
faut l'accompagner parce qu'il y a des secteurs économiques qui vont être impactés. Donc il faut pas la faire brutalement. Il faut identifier éventuellement les perdants et il faut préparer les reconversions et faire en sorte que notre modèle de société ne soit pas paralysé parce que cette transition est trop brutale. Mais vous prenez à l'inverse les énergies renouvelables ou les véhicules électriques qui prendront une petite partie de la mobilité ou que sais-je encore. Là, il faut y aller à fond. Dans la rénovation des bâtiments, il faut y aller à fond. Parce que c'est gagnant pour tout le monde, puisque on peut amortir assez rapidement quand on permet à un bâtiment, à une maison, à un logement, à du tertiaire, de diviser par 3, par 4, par 5 sa consommation à compétitivité économique identique et à qualité de vie identique pour les consommateurs. Et encore une fois, ça va nous obliger, je le disais tout à l'heure sur un plan un petit peu philosophique, à choisir, à trier dans les possibles et les nécessaires. Parce que c'est là où il va falloir qu'on sorte un peu de notre crise d'adolescence. Parce que je pense qu'on est j'espère, à la sortie d'une crise d'adolescence où un adolescent, il veut tout. Et nous, on veut tout. Mais on peut pas. C'est sympa de vouloir tout, sauf qu'on ne peut pas tout. Donc il va falloir qu'on décide ce qui appartient au progrès. Et donc probablement que déjà on ait une idée claire et partagée de ce qu'est le progrès, voilà, qui me semble-t-il n'est pas une addition de performances technologiques. Et si on est capable de faire ça, de le faire collectivement, franchement, là on peut être optimiste. Sauf qu'encore une fois, il faut le faire assez rapidement et il faut le faire collectivement. Sur l'écologie industrielle. Moi, je pense qu'elle est en train de s'organiser. Il va y avoir, pour certains secteurs, un temps, toute l'industrie ne va pas s'effondrer. Il y a une partie des secteurs qui vont perdre, mais des secteurs, si on voulait faire demain ce fameux Airbus des batteries ou de l'hydrogène, je pense qu'on peut se mettre dans des écosystèmes, et certaines grandes entreprises ont commencé à le comprendre. Vous prenez une entreprise comme Michelin, sur l'économie circulaire, chez eux, c'est la pratique maintenant. Hein. Une partie de ce qui était autrefois des déchets deviennent de nouveau des matières premières. Donc on a tout un pan entier de l'économie à revisiter. Probablement qu'il faudra en dématérialiser une partie. Il y aura ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on achètera un usage et pas forcément un bien. Voilà. Tout ça, il y a des pistes, mais il faudrait que les économistes qui ont pris un peu de recul et qui sont un peu disruptifs aient l'oreille des puissants. Parce que c'est toujours les mêmes qui parlent à l'oreille des gouvernants. Et il y a des économistes, ce matin j'étais, je sais pas, avec Thomas Porcher par exemple, moi je travaille beaucoup avec Alain Grandjean, Gaël Giraud, c'est un peu toujours les mêmes et qui n'ont pas réinitialisé leur logiciel. Et je pense que l'économie c'est une science et il faut la faire évoluer. Et d'ailleurs, au passage, je rappelle quand même que l'économie, normalement, c'est la science de la rareté. Et ce n'est pas forcément ce qu'on en a fait au fil du temps. Et puis, sur le rôle des citoyens. Alors, le cercle vertueux, c'est une société où la volonté individuelle rencontre l'organisation collective. Ça, c'est génial. Les citoyens s'engagent et l'État fait en sorte de leur construire un modèle qui les encourage et même qui les récompense pour leurs vertus. Bon, on n'en est pas encore là. Mais il va bien falloir qu'on y aille parce que s'il n'y a que les citoyens, et pardon, je vais être un peu pas cynique, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout ce qu'on peut faire, notamment dans les choix de consommation, je prends. Mais si demain, pour ne parler que de la France, mais c'est valable à l'échelle du monde, on est tous vertueux. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour réduire notre impact, faire les bons choix de consommation, limiter, voilà, sans forcément investir, parce que en fait, il y a très peu de gens qui peuvent vraiment investir. Mais voilà, on fait le maximum. On va faire entre 10 et 15% de ce qu'il faut faire. Donc les 85 autres %, c'est à l'État de le faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut. Alors là où vous avez raison, quand il y a l'affaire du siècle, 2,5 millions de 2,3 millions personnes qui font une action en justice contre l'État, bon voilà, on peut prendre ça plus ou moins bien. Moi, j'ai dit au président, j'ai dit mais
prends ça plutôt comme un coup de main. Appuie-toi dessus. On te donne ce que te disent les citoyens, c'est qu'ils sont prêts, qu'ils veulent y aller. Il faut arriver à trouver cette synchronisation. Donc, et c'est pour ça que si les citoyens... Moi, je vois énormément de choses qui sont en train de germer, d'initiatives, de mouvements, etc. Il faut arriver à ce que tout ça converge. Et pour que le politique puisse s'appuyer dessus, se sentir investi, leur donner une injonction aux politiques. Donc il va falloir que la société civile trouve un moyen de s'exprimer d'une voix commune et dise, voilà, nous on est prêts à ces 15 commandements, allez-y, on jouera le jeu derrière. Voilà. Mais les uns sans les autres, on n'y arrivera pas. Mais après, il faut aussi que le politique soit à l'écoute et ne se braque pas dès que... Voilà. Il ne faut pas qu'il attende qu'on vienne tout casser pour tirer des leçons de ce qui est exprimé. Voilà. Alors, je pense qu'on pourrait rester encore très longtemps. Donc, ma question est, est-ce que vous avez le temps d'une dernière question? Alors, une dernière question, madame. 2 dames, là. 2 dames, allez, 2 questions rapides. Vas-y, mais c'est pas fini. Bonsoir. En fait, j'ai juste une question très rapide par rapport à l'engagement des citoyens dont on a parlé à l'instant. J'aurais aimé avoir votre avis, Monsieur Hulot, sur la mesure que propose le président Macron d'avoir un panel de 150 citoyens. Oui, moi, j'avoue que quand j'avais entendu cette mesure, j'étais assez déçue en me disant qu'on allait piocher au sort 150 personnes qui peut-être ne s'y connaissent absolument pas et ne vont faire aucune mesure ambitieuse, alors que j'ai entendu dimanche Cyril Dion répondre à cette question en disant que lui, il pensait que ça pouvait apporter, parce que parfois les citoyens vont bien au-delà de ce que pourraient proposer des élus. Donc, qu'en pensez-vous? Et madame? Juste à côté de toi. Oui, bonsoir, Monsieur Hulot. C'est dommage, c'est un sujet qu'on n'aura pas le temps de développer beaucoup. Madame Ginosotto l'a à peine abordé, c'est le problème de l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, effectivement, à ce niveau-là, puisqu'on sait bien que ce genre de valeurs, c'est d'abord sensibiliser les jeunes consciences. Et moi, en tant qu'enseignant, je vois déjà que les collégiens, les lycéens ont déjà intégré pas mal de choses, en termes de sensibilisation à la biodiversité, à la préservation du climat, etc. Et on n'aura pas le temps de le développer, mais j'ai entendu parler d'un projet qu'on va mettre en place l'année prochaine, qui est le projet Éco-École. Voilà, donc j'ai cru comprendre qu'en gros, un établissement pourra choisir parmi 6 thématiques, parmi alimentation, gestion des déchets, l'eau, l'énergie, les solidarités, et des groupes de travail vont se constituer sur la bonne volonté et le sens de l'engagement de plusieurs élèves pour faire un diagnostic au sein d'un établissement sur une thématique choisie et proposer des solutions. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet-là et ce qui est prévu par rapport au système éducatif? Ça va être un peu court, je suis désolée. Merci. Malheureusement, non. Parce que, en fait, je n'en connais pas plus que vous. Je pense que c'est un projet qui devait être en gestation quand j'étais au gouvernement, mais dont Jean-Michel Blanquer n'avait probablement pas eu le temps de m'en parler. Moi, j'avais lancé avec Jean-Michel une réflexion commune parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement, en fait, c'est soumis à la volonté des enseignants. Alors, vous avez des enseignants qui font des choses magnifiques, d'autres pour des raisons qui leur appartiennent, parce qu'ils n'ont pas le temps, pas les moyens, parce qu'on ne leur donne pas beaucoup de moyens, ou parce que, selon l'endroit où ils vivent, il n'y a rien de très démonstratif au cela. Mais pour moi, évidemment, vous l'avez évoqué, d'ailleurs, très sincèrement, moi, quand je me suis engagé dans l'environnement, l'écologie, il y a 30 ans, ma fondation, au départ, elle ne travaillait que sur l'aspect éducatif, parce qu'on partait de ce principe qui est très sympathique, mais qui a quand même ses limites, que si les adultes d'aujourd'hui ne font pas les bonnes choses, on va former les enfants d'aujourd'hui, et puis demain, tout va aller mieux. Bon. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, puisque maintenant, les enfants vont hériter d'une situation qui est quand même particulièrement délicate. Mais pour autant, comme il ne faut pas que quand ils auront un pouvoir, et ils aggravent la situation,
et puis qu'on a besoin aussi de pouvoir s'appuyer d'eux, et que quand ils vont être dans la société des actifs, autant que ce soit des actifs responsables. Mais il faut évidemment avoir des moyens que les professeurs n'ont pas, parfois même des moyens, je dirais, réglementaires. C'est-à-dire parfois pour faire une sortie, le prof me dit moi j'ai pas le droit parce que s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, etc., etc. Et avec une approche interdisciplinaire, parce que c'est un sujet sociétal. Voilà. Et je prends un exemple très simple, mais une des grandes consommations maintenant d'énergie dans le monde, c'est l'utilisation du numérique. Bon, les enfants et les jeunes n'en sont absolument pas conscients. Et donc on pourrait leur apprendre à l'école, non pas à se passer, mais à utiliser très différemment. Vous savez, quand vous envoyez un mail avec des pièces jointes et avec avec la plupart des contacts, ça peut être l'équivalent d'une consommation d'un frigidaire pendant un mois. Bon, voilà, je pourrais vous donner des exemples comme ça et on pourrait leur apprendre ça. En tout cas, voilà, je pense évidemment que l'éducation, si on veut pérenniser, si on veut ancrer les progrès dans le futur, il faut qu'on s'y mette, mais il faut donner aux enseignants les moyens de le faire. Vous savez que ma fondation, on a créé une école en Bretagne Sud, qui est une école de la biodiversité. On accueille des classes toute l'année et il reste pendant, alors selon 3 jours, une semaine, etc. Je peux vous dire que tous ceux qui passent par là, je pense que la greffe a pris, quoi, enfin pour la plupart. Sur l'Assemblée citoyenne, bon, alors la réserve que j'ai, c'est que je suis pour étudier tous les aménagements démocratiques à partir du moment où ça n'est pas une facilité pour ajourner un certain nombre de décisions qu'on peut prendre tout de suite. Vous savez que Churchill disait quand on veut se débarrasser d'un problème, on crée une commission. Bon. Donc, et moi j'en ai vu des commissions, il y en a pléthore, et d'ailleurs au passage les citoyens, y compris dans le domaine de l'environnement, sont déjà présents dans beaucoup de choses à travers les ONG, etc. Bon. Et souvent ils produisent beaucoup d'intelligence, y compris au Conseil économique, social et environnemental, mais qui restent la plupart du temps lettre morte. Donc pour moi ce qui est important, c'est déjà de voir ce que le travail qui sera fourni, est-ce que ça sera purement consultatif ou pas. Mais je pense que ça ne suffit pas, de mon point de vue. C'est une idée en fait qui a été piochée, cette idée de prendre des citoyens tirés au sort, par d'un travail prospectif qui a été fait par plusieurs constitutionnalistes et notamment piloté par quelqu'un avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Dominique Bourg, pour réviser justement le Conseil économique, social et environnemental, lui donner un statut différent, un poids politique, donc notamment un droit de veto suspensif au minimum, une obligation de l'exécutif et des législatifs d'auditionner régulièrement et de motiver quand leurs avis ne sont pas pris en compte, et d'y faire rentrer les citoyens sous une forme ou sous une autre. On le fait bien pour les cours d'assises, on peut peut-être le faire pour ces sujets-là, mais il faut que les scientifiques soient là parce que on est dans un carrefour de complexité et on a besoin aussi que les citoyens soient éclairés. Pour avoir un avis sur quelque chose, on ne peut pas avoir un avis inné, ça ne se fait pas au doigt mouillé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi faire rentrer les sachants. Donc ça, c'est une adaptation de la démocratie, mais il y a des choses qu'on peut faire immédiatement. Voilà. L'Assemblée seule citoyenne, je trouve que c'est un peu léger par rapport à l'Assemblée du futur, sur laquelle j'avais discuté avant les présidentielles avec le président Macron et qu'il avait repris dans son programme. Et là, ça me semble être une version un peu trop épurée de ce qu'on souhaitait faire. Voilà. Bien, malheureusement, le temps passe. Moi, je retiens beaucoup de choses de ce que vous avez dit, mais il y a un point qui me paraît essentiel parce que nouveau, c'est votre insistance sur l'apport des scientifiques. Et ici, dans l'amphithéâtre Abbé Grégoire, dans ce CNAM où on s'efforce de diffuser la culture scientifique et technique, je trouve que c'est très important parce qu'on est dans un monde où la vérité est devenue très relative, où tout le monde dit n'importe quoi, où le vrai et le faux n'ont plus vraiment de définition stricte. Donc je trouve très important que vous pensiez l'avenir de l'écologie politique avec la contribution de la science, et c'est quelque chose qu'on n'entend pas très souvent. Donc ça, merci beaucoup. Et je retiens aussi une deuxième chose. Moi, je ne suis pas très écolo dans ma vie quotidienne, je dois dire, mais je retiens quelque chose qui m'a beaucoup, qui va me faire réfléchir, c'est que l'écologie, c'est pas simplement une politique sectorielle. C'est quand même un ensemble de valeurs, c'est un système de valeurs, c'est un monde, et ça je crois que vous l'avez très très bien marqué, vous l'avez très bien montré, et
et on vous en est tous très reconnaissants. Donc merci infiniment et j'espère que vous reviendrez dans quelques années, peut-être faire le bilan. Non, peut-être avant, si vous en êtes d'accord. Peut-être après les élections. Je dis ceci parce que pour les habitués du Forum Europe, je n'ai pas encore trouvé, je n'ai même pas cherché qui sera le dernier interlocuteur de l'année en juin, parce que j'attends de voir ce que donneront les élections européennes avant de vous proposer une conférence. Mais si vous avez envie de revenir en juin pour nous commenter le résultat des élections, vous êtes vraiment le bienvenu. Donc merci infiniment et merci à tous. C'était formidable.